Oui. Celle-là. À propos des hausses de cotisations sociales entre 1946 et 1990, comment ont-elles été financées? Par la hausse de valeur qu'a donnée cette production collective ou par une préemption sur des profits, dettes, crédits et comment? Sur la hausse des cotisations, comment est-ce qu'elle a été obtenue? D'abord, elle a été obtenue par la lutte. Les cotisations ont doublé entre 45 et la fin des années. C'est pas années 90. C'est déjà depuis belle lurette dans les années 90 que c'est stabilisé. À la fin des années 70, quand on regarde la totalité de la protection sociale, les cotisations en 45, c'est 28% du salaire brut. Et à la fin des années 70, on est à 65% du salaire brut. Donc ça a plus que doublé. En gros, 2 tiers de cotisations dites employeurs, 1 tiers de cotisations patronales. 22% salariés, 44% patronales à peu près. Et on en est toujours là. Non seulement on en est toujours là, donc ça n'a pas augmenté, mais les cotisations ont été remplacées par de l'impôt. Remplacé par la CSG. Ce qui n'est pas du tout pareil. La cotisation, c'est les employeurs qui payent. L'impôt, c'est les salariés eux-mêmes qui se payent eux-mêmes. Par exemple, transformer une cotisation en CSG, c'est en réalité déplacer la charge du financement des employeurs vers les travailleurs eux-mêmes. Donc il y a... c'est pas du tout innocent, bien sûr, de remplacer une cotisation par de la CSG. Donc non seulement le taux n'a pas augmenté, mais en plus, il a baissé. Les cotisations représentaient, au début des années 80, près de 80% du financement de la protection sociale. Aujourd'hui, on est à 66% dans ce goût-là. Enfin, il y a une quinzaine de points qui ont été perdus, remplacés par de l'impôt. Sur quoi étaient prises ces cotisations? Oui, bien sûr, les deux en général. À la fois sur les profits, c'est à la place des profits que nous avons socialisé la valeur, parce qu'on s'est battu, on s'est battu pendant des années. Les organisations, enfin le Parti communiste, la CGT, dans les années 50, 60, 70, passent leur temps à revendiquer une hausse du taux de cotisation, en même temps une hausse du taux de salaire brut, pour que la hausse de la cotisation n'ait pas d'effet sur le salaire net. Et cette bagarre a permis de socialiser une partie de la valeur produite dans les caisses d'assurance maladie et donc de financer l'incroyable investissement qu'il a fallu pour changer la production de soins avec la réforme hospitalière dans les années 60 par exemple, pour conventionner les soignants de ville qui n'étaient pas remboursés jusqu'en 61. Donc il y a eu un énorme effort d'investissement qui a été financé sans appel au marché des capitaux, etc., par une hausse du taux de cotisation. Donc ça, c'est un premier aspect. Elle s'est substituée au profit, y compris pour financer l'investissement. C'est pour cela que la période est une période dans laquelle le taux de profit, enfin la part du profit dans la valeur ajoutée est de 10 points de moins de ce qu'elle est aujourd'hui, où depuis 40 ans il n'y a aucune hausse du taux de cotisation, et donc effectivement le profit prolifère, faute que nous nous battions pour cette socialisation de la valeur par une hausse du taux de cotisation. La hausse du taux de cotisation n'est à l'ordre du jour d'aucune organisation pour le moment. On va parler de hausse des cotisations grâce à la hausse des salaires, mais c'est l'effet mécanique de la hausse des salaires, simplement. Hausse du taux de cotisation, ça voudrait dire que rien que pour retrouver la dynamique des années 45-79, oui, à peu près, il faudrait doubler le taux actuel. Il faudrait qu'on soit à 130% du salaire brut en cotisation. C'est-à-dire que la part majoritaire du salaire, ce soit du salaire socialisé.
qu'on ne dépende plus des aléas de la bonne santé de notre entreprise pour être payé, que ce soit une mutualisation à l'échelle nationale des valeurs ajoutées qui nous paye, et donc que notre salaire soit lié à notre personne et non pas à la bonne santé de notre entreprise. Aucune entreprise ne peut payer un salaire à la qualification personnelle toute seule, même la SNCF ne le peut plus, etc. Et puis la deuxième source de financement, c'est évidemment la croissance de la valeur qu'a rendu possible cette mobilisation du travail grâce au salaire à la qualification, grâce à la subvention de l'investissement par la cotisation. Tout ça a permis une valeur supplémentaire qui a permis d'alimenter à nouveau la cotisation, bien sûr. La production de soins, à la fin des années 50, on part de zéro. Fin des années 50, la production de soins, c'est rien. Voilà. D'une part, les soins de ville ne sont pas remboursés. Ils ne sont pas remboursés. Le remboursement des soins de ville, ça va démarrer en 1961. Avant, il n'y avait aucun remboursement. Donc, les travailleurs n'avaient pas du tout recours aux soins de ville. Ils avaient recours à de la médecine publique, hein, les offices d'hygiène sociale qui ont caractérisé le socialisme municipal ou le communisme municipal aux années 30. Et puis la santé au travail, la médecine, la PMI, la santé scolaire, qui sont trois santé publiques qui ont été mises en place par le régime de Vichy. L'accès aux soins ambulatoires sur le mode libéral, c'est impossible pratiquement pour les catégories populaires. Or, tout ça devient possible parfaitement à partir de 1960. Ça suppose un investissement considérable. Le deuxième aspect, l'hôpital, à la fin des années 50, c'est des mouroirs. La technicité de l'hôpital est extrêmement faible. Les hôpitaux psychiatriques relèvent de l'aide sociale, les hospices relèvent aussi de l'aide sociale, et non pas de l'assurance maladie. Tout ça va connaître une mutation stupéfiante. En l'espace de 15 ans, entre 57, 58 et 75, vous allez avoir l'apparition des CHU qui ont lié l'hôpital et l'université, qui ont salarié l'élite du corps médical, etc., non sans conflit. Vous allez avoir le passage des hôpitaux psychiatriques à l'assurance maladie, alors que jusqu'à présent c'était l'aide sociale. Et puis nous avons la transformation de tous les hospices en hôpitaux locaux avec des lits actifs partout. L'investissement est inouï et il est financé par une hausse du taux de cotisation maladie. C'est la hausse du taux qui a permis de centraliser une partie financée par le crédit, mais c'est tout à fait secondaire par rapport à la subvention. L'assurance maladie va subventionner l'équipement hospitalier, tout comme elle conventionne, elle rembourse les soins ambulatoires. Et cette subvention va aboutir au fait que l'outil est une propriété patrimoniale non lucrative de collectivités publiques. Ce n'est pas le capital qui a construit l'outil, du tout. Un outil qui produit 10% du PIB. Ce n'est pas du tout un truc marginal. Nous produisons, dans les années 60, sans faire appel au capital, les soins, sauf pour le médicament, hélas, qui n'a pas été sorti du capitalisme. Là, c'était une grave faute. Mais l'outil en tant que tel, il est financé par subvention. Et les soignants, du coup, ils travaillent pour soigner. Très important de travailler, quand on est soignant, de travailler pour soigner. Aujourd'hui, les soignants, ils ne travaillent pas pour soigner, ils travaillent pour rembourser les dettes de l'hôpital. C'est autre chose, ça n'a rien à voir. Du coup, leur travail, ils en ont perdu complètement la maîtrise. C'est les gestionnaires qui décident des protocoles, parce qu'il faut rembourser les dettes de l'hôpital. Puisque nous ne revendiquons aucune hausse de cotisation depuis 40 ans. Moi, ma hantise, c'est comment rendre populaire la cotisation. Une des principales responsabilités de la gauche de gauche, c'est qu'elle n'a pas pu, elle n'a pas su, elle n'a pas voulu, je ne sais pas exactement comment le qualifier, rendre populaire la hausse massive et permanente du taux de cotisation qui devrait être aujourd'hui à 130% du salaire brut alors qu'il stagne à 65% depuis 40 ans.
Il faut, pour rendre populaire la hausse de cotisation, condition de l'appropriation de l'outil de travail et de la disparition du capital. Il faut pour cela faire des propositions de cotisation sectorielle, de sécurité sociale sectorielle. Pour le moment, c'est ce qu'on a trouvé à Réseau Salariat ou à d'autres qui réfléchissent. Comment rendre populaire une hausse massive du taux de cotisation, une socialisation de la valeur telle qu'il n'y ait plus de place pour le profit et pour le crédit capitaliste. Et donc on ne travaille pas pour forger nos chaînes, comme nous le faisons en permanence. Si nous créions une cotisation, par exemple, de 8% de la valeur ajoutée, les entreprises produisent 1400 milliards de valeur ajoutée marchande, on va collecter 120 milliards. Ces 120 milliards, on va en affecter, je donne des éléments de réflexion actuels, hein. On va en affecter, d'abord comment on les finance? Comment on finance 120 milliards? Les entreprises ne peuvent pas assumer 120 milliards de plus que ce qu'elles versent en cotisation et salaires, sauf exception. Ça peut donc être une opération blanche. Elles ne rembourseront pas 120 milliards de dettes. L'enjeu n'est pas de taxer le capital. Taxer le capital, c'est le légitimer, hein. L'enjeu, c'est de l'assécher. Et d'abord en ne remboursant pas les prêteurs, qui vont partir, mais on n'a pas besoin d'eux, puisque c'est nous qui produisons la valeur dont nous avons besoin. Donc que les prêteurs se retrouvent tous émigrés à Coblence, tant mieux. Nous serons à la hauteur de nos ancêtres révolutionnaires. Et donc, le non-remboursement de la dette, ça suppose tout un travail politique, entreprise par entreprise. Supposez une entreprise qui fait 1 million de valeur ajoutée. Ça veut dire qu'elle va avoir 80 000 euros de cotisation à verser. Ben, elle ne remboursera pas 80 000 euros de dette, ou elle ne versera pas 80 000 euros de dividendes. Ça suppose tout un travail politique sur l'illégitimité de la dette pour financer l'investissement, sur l'illégitimité du crédit, sur le fait, la démonstration que nous avons su remplacer le cycle profit-crédit par le cycle cotisation-subvention pour produire le soin. On peut produire tous les biens par un cycle cotisation-subvention qui se substitue au cycle profit-crédit. Mais il faut faire une bataille de chiens contre le crédit, sûrement pas une bataille pour le crédit public qui légitime le crédit. Vous voyez, enfin, on a beaucoup à faire, hein, compte tenu d'une forme de délabrement idéologique dans laquelle la gauche de gauche est tombée depuis une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ensuite de ces 120 milliards? Eh bien, dans les discussions, on en est à ceci. La moitié va être attribuée aux personnes elles-mêmes, qui vont avoir sur leur carte vitale, on va utiliser tout l'outil déjà mis en place pour la production de soins, qu'on va transposer à la production agricole, production d'alimentation. Elles vont avoir 75 € par mois et par personne, qu'elles ne pourront consommer qu'auprès de professionnels conventionnés. En attendant que ce soit toute la somme, 150 € par mois, ça a été calculé pour que si on occupe le marché à raison de 150 € par mois et par personne, on envoie au plot l'agrobusiness. Hein, il faut adopter des mesures qui permettent de marginaliser l'agrobusiness. Marginaliser Carrefour, marginaliser Leclerc, puisque c'est par la grande distribution que tout l'agrobusiness s'est construit. Hein, c'est par l'aval que tout s'est construit. Et donc, évidemment que la grande distribution ne sera pas conventionnée. On ne pourra pas dépenser ces 75 € mensuels, puis 150 € auprès de Lidl. Ce sera interdit. On ne pourra le faire qu'auprès, ils n'auront pas la machine, de toute façon. Ça ne pourra le faire qu'auprès de professionnels conventionnés qui seront évidemment des distributeurs alternatifs, qui seront des producteurs alternatifs. Les paysans devront se fournir en outils, et pas chez Massey Ferguson, qui ne sera pas conventionné. On ne va pas refaire l'erreur du médicament pour fournir un marché public à un groupe capitaliste. Ça ne pourra se faire qu'auprès de producteurs d'outils qui sont la propriété de leurs salariés et qui produisent des outils réparables, en fait, etc., etc.
La production devra se faire selon des normes écologiques, enfin, etc., etc. Les travailleurs eux-mêmes devront être, s'ils veulent être conventionnés, les producteurs, respecter évidemment les règles du salaire à la qualification, alors que le bio, tel que le fait la grande surface aujourd'hui, c'est un bio totalement esclavagiste dans sa production. Il y a une course de vitesse un peu autour du bio. Soit c'est les alternatives qu'ils font, soit c'est le capital. L'autre moitié ira pour soutenir directement ces alternatives, qui ne sont pas assez nombreux aujourd'hui. C'est pour ça qu'on ne peut pas créer un marché de 120 milliards alternatifs. Il n'y a pas de producteurs pour le moment suffisamment nombreux. Mais on va donc utiliser 60 de ces 120 milliards, un pour payer à la qualification personnelle ces producteurs. Ils seront plus payés par leurs bénéfices. Ils cotiseront, bien sûr, au prorata de leur valeur ajoutée, mais c'est la caisse de sécurité sociale de l'alimentation qui les payera, tout comme c'est la caisse d'assurance maladie qui paye les soignants. Ce sont des travailleurs indépendants, éventuellement, des indépendants ayant passé convention avec la caisse d'investissement, la caisse de sécurité sociale de l'alimentation, pardon. Donc d'une part, ils auront un salaire à la qualification personnelle qui les sortira de l'angoisse du SMIC, parce que qu'est-ce que c'est qu'un paysan aujourd'hui? C'est quelqu'un qui ne gagne pas le SMIC globalement. Ils auront un salaire à la qualification personnelle qui sera entre 1700 et 5000 euros par mois en fonction de leur niveau de qualification. Et d'autre part, leur investissement sera subventionné. Une partie de ces 60 milliards sera utilisée pour soustraire la terre du marché, donc avec préemption, par la caisse de sécurité sociale de l'alimentation, de toutes les terres, pour pouvoir les sortir du marché, faire de la terre un bien commun, qu'il n'y ait plus de prix du foncier, et qu'il y ait un bail amphithéotique avec propriété d'usage de la terre par ceux qui l'utilisent, mais pas propriété patrimoniale. La propriété patrimoniale sera le fait d'une collectivité publique, bien sûr. Et puis, subvention de l'investissement aussi au sens des équipements autres que la terre, évidemment. Voilà comment, dans la logique communiste de la production de soins, nous allons sortir du capitalisme par la multiplication de sécurité sociale sectorielle. Parce que ce que je viens de dire sur l'alimentation, ça peut se dire aussi sur le transport. Ça peut se dire sur la production de l'habitat. Ça peut se dire sur l'accès à la justice. Ça peut se dire sur la culture. Ça peut se dire sur la presse. Il y a des tas. Toute la production peut être mise en sécurité sociale, comme je viens de le décrire.